Ok, aujourd'hui on va voir une dissertation que j'avais faite. C'est un entraînement à la dissertation basé sur des cours, mais ça reste plutôt intéressant. Donc le sujet, c'est comment on construit un fait scientifique. Eh ben allez, c'est parti. Donc comment on construit un fait scientifique? Sur quelle base on le construit? À partir de quels matériaux? Empirisme ou rationalisme? Doit-il être seulement observé ou bien rationalisé? Déjà, nous pouvons partir dans la première partie sur la construction d'un fait, comme il est coutume de l'appeler dans les cours de justice, venons-en au fait, ou nous pouvons le rapprocher du fait naturel comme le pense Monod. Toutefois, ce ne serait sans compter derrière la véritable définition du fait scientifique. Nous l'étudierons dans la deuxième partie du devoir à travers le projet encyclopédique d'Alembert et de Diderot et nous approfondirons avec la méthode imputée à Claude Bernard. En premier lieu, il est intéressant de se demander ce qu'est un fait. Que désigne-t-on derrière ce terme? Si nous en faisons une lecture juridique, nous pouvons affirmer que le fait est le matériau sur lequel se base le juge pour condamner ou acquitter. Le fait est ce qui saute aux yeux. Qu'avez-vous fait entre telle heure et telle heure? Il est la lecture du comportement humain lu au travers de conventions que sont les lois. Il n'y a pas tellement à discuter sur un fait, il est là. Même si dans le fond il est discutable car il peut être rapporté par des personnes tierces comme le seraient des témoins. Donc il y aura une interprétation du fait, une interprétation sur le témoin qui rapporte le fait, à savoir si c'est une personne moralement correcte. Il y aura un jugement de valeur qui sera fait, une intuition. Les jurés en ce sens, face aux faits, auront une lecture toute personnelle se basant sur leur ressenti qu'ils ont de l'affaire ou de l'accusé. Les faits seront amenés et lus par les différentes parties que sont les juges ou avocats. Ils seront lus à travers des conventions, que sont les lois, et ils seront donc jugés. Si la convention est primordiale dans le traitement du fait juridique, son interprétation est quant à elle très subjective. Elle laisse la place à plein de possibles. Ce fait est donc construit à partir d'une observation et interprété à partir de conventions. Mais toutefois, la lecture du fait revêt un caractère subjectif. Regardons maintenant la lecture que nous fait Jacques Monod d'un fait, en l'occurrence un fait naturel traité scientifiquement. En second lieu, nous pouvons reprendre le terme employé par Jacques Monod entre qu'est-ce qu'un objet naturel et un objet artificiel. En ce sens que pour Monod, son postulat de départ pour décrire la base de sa méthode scientifique est que la nature est objective et non projective. Un objet naturel serait un fleuve, une montagne, un rocher. Un objet artificiel serait doué d'un projet. Couteau, automobile. Pour la base, alors je ne sais pas si j'ai besoin de vous expliquer ça ou je continue, mais on voit bien la différence entre la nature, oui, qui n'a pas de projet, et le projet voilà, du couteau, et qui est un objet et finalement qui sert, quoi, qui sert l'homme, qui sert. Pour la base de sa méthode scientifique, de qu'est-ce qu'un fait scientifique naturel, quand on se place dans le vivant, c'est donc ce caractère objectif et non projectif. Il ajoute aussi à cela, ou plutôt il renonce aux causes finales, comme serait à même de le faire en Platon ou Aristote. Il n'y a donc pas pour Monod un sens métaphysique derrière un fait naturel. La science ne cherche pas à expliquer le pourquoi des choses, mais le comment. Il y a une observation, une étude. Observation à l'œil nu, qui par le passé pouvait faire croire jusqu'au 7e siècle que la Terre était plate. Observation qui fut améliorée par les télescopes ou microscopes et donc qui ont pu remettre totalement en cause des croyances établies. Pascal est aussi un fervent adepte de l'expérience des faits, c'est-à-dire de l'observation des faits primant sur l'hypothèse des faits.
On le voit à travers les fontaines de Florence et les théories aristotéliciennes qui nous disaient que la nature avait l'horreur du vide. Seulement par l'expérience reproduite de Pascal, la nature n'avait pas horreur du vide, mais souffrait le vide. Pour lui, la lecture des anciens était exacte à un moment précis de leur expérience, mais il a suffi que l'expérience soit de nouveau reproduite avec une nouvelle lecture, faisant que la compréhension du fait changeât. D'où pour Pascal, la vérité existe avant la découverte, elle est déjà présente, mais pas encore découverte. Pascal était un éminent scientifique, aussi fervent croyant, mais scindant ses deux traits de personnalité, ou plutôt ne s'appuyant pas sur sa foi pour ses découvertes scientifiques. Donc, la connaissance avance, donc la compréhension du fait aussi. C'est pour cela qu'il y a des changements de paradigme parfois. Jusqu'à très longtemps, les gens croyaient à la théorie du géocentrisme, jusqu'à ce que Copernic et Galilée imposent, surtout Galilée, qui a échappé au bûcher, s'appuyant sur les théories de Copernic, nous a fait entendre sa théorie de l'héliocentrisme totalement d'actualité jusqu'à ce jour. Pascal affirme que les seuls principes de la physique sont les expériences. Et pour Pascal aussi, là je rajoute, que je n'avais pas mis dans ma dissertation, mais pour lui, finalement le fait scientifique, la recherche aussi, est basée par rapport à un moment de l'histoire. Elle est historique, on va dire. On l'a bien vu là avec les anciens qui pensaient que la Terre était plate. Voilà. Toutefois, il serait bien crédule de croire que l'expérience est seule maîtresse de la détention de la valeur d'un fait scientifique. Regardons de plus près cela. Ainsi, d'Alembert et Diderot s'associent pour un projet encyclopédique où seraient recueillis tous les savoir-faire et connaissances des métiers, des sciences, des arts. D'Alembert est plus un adepte du rationalisme, Diderot de l'empirisme. Cependant, ils croient tous deux au mariage subtil de l'un et de l'autre. Les faits, que c'est empirisme, entre parenthèses, l'expérience ne valent rien sans l'idée, la théorie qui est le rationalisme, pareil, entre parenthèses. Ils se complètent. D'ailleurs, c'est Diderot qui descend voir les manœuvriers pour s'enquérir de leur savoir-faire. Le fait scientifique serait alors construit de telle façon. On collecte les faits, on fait un rapport entre eux. Ça serait la grande chaîne des connaissances des êtres. Ce projet est un idéal, ils désirent le finir, bien sûr, mais ils savent tous deux qu'un tel projet ne sera jamais absolutisé, mais perfectible. C'est pour cela qu'ils laissent même des cases vides dans ce projet à remplir par d'autres personnes qui viendraient étayer et faire avancer la science. C'est un projet populaire afin que le plus de monde possible ait accès aux connaissances et contribue à l'édifice du monde. Donc ce fait serait construit sur la base d'un alliage équilibré entre empirisme et rationalisme, entre observation des faits et déduction des faits. Ils croient tous deux au grand tout qui relie la chaîne des êtres et du vivant, projet métaphysique et non métaphysique, car ils croient autant que Locke qu'on ne peut connaître des choses en soi. Bon là ma prof m'avait reproché un petit peu de faire quoi? Ah je sais plus, avec cette phrase. Elle m'a dit un mot, mais je me rappelle plus c'était quoi. Bon bref. Allons plus loin, citons Claude Bernard et la quintessence du fait scientifique construit par sa méthode. Donc enfin, Claude Bernard, c'est là en fait où on va voir, là c'est moi qui vous le dis, mais je n'ai pas mis dans ma dissertation, là on va voir vraiment comment s'établit un fait scientifique, comment se construit-il. Enfin, Claude Bernard nous démontre très clairement comment se construit un fait scientifique. Il y a 3 étapes renforcées par une 4e. Première étape, c'est l'observation du fait. Précisons ici que Claude Bernard nous parle d'une observation d'un fait déjà établi comme scientifique. Bien que même si le fait n'est pas encore établi comme scientifique, le postulat de départ nécessite 2 points de départ, à savoir une observation et une théorie-hypothèse. Un fait scientifique n'est pas un fait brut. Ce n'est pas un phénomène. Ce n'est pas un fait qui saute aux yeux. C'est un fait construit à partir d'hypothèses, de théories et nécessitant l'expérience reproduite un grand nombre de fois pour coller à la théorie et édifier et valider le fait scientifique. Dans le cas de Claude Bernard, dans
sa première étape, il observe un fait qui révèle une contradiction avec une ancienne théorie établie. Deuxième étape, élaboration de l'hypothèse, empirisme allant vers le rationalisme, mais il doit être sans cesse être ramené aux faits pour ne pas tomber dans l'erreur. Troisième étape, vérification de l'hypothèse par l'expérience. Et quatrième étape qu'il instaure, la contre-épreuve, le Graal, le sésame pour assurer son jugement, sa raison, sa théorie. Elle n'est pas instaurée à chaque fois dans toutes ses découvertes ou expérimentations, mais il la considère comme indispensable à une méthode complète pour ériger un fait scientifique. Il nous cite un exemple dans Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. On lui amène par hasard des lapins du marché sur sa table de cuisine. Les lapins urinent sur sa table, il remarque leurs urines claires et acides comme chez les carnivores, alors que les lapins herbivores ont normalement leur urine trouble et alcaline. Il émet l'hypothèse qu'ils n'ont pas mangé depuis longtemps, donc ils se nourrissent de leur propre sang et sont donc carnivores. Vérification de l'hypothèse, il leur donne à manger de l'herbe, les urines redeviennent troublées et alcalines. Il ne leur donne plus à manger pendant 1 à 2 jours, les urines redeviennent claires et acides. Il reproduit cette expérience un grand nombre de fois, il obtient toujours le même résultat. Il dérive sur le cheval qui est aussi un herbivore, le résultat est similaire. Et à partir de ces constatations, il introduit sa contre-épreuve qui, il faut bien le dire, n'est pas si complexe à introduire dans cette expérience. Voilà, ça c'est mon avis. Il donne donc à manger du bœuf bouilli au lapin, qui le mange bien à défaut d'autre chose, et les urines sont de nouveau claires et acides comme chez les carnivores. Donc nous voyons à travers cet exemple et méthode que le fait scientifique se construit sur une base d'observation, de théorie, d'expérimentation renouvelée à profusion, renforcée par la contre-épreuve. Pour conclure, nous avons vu qu'un fait comme un fait juridique se construit sur la base de l'observation comme un fait naturel analysé, observé, dépecé. Nous avons continué notre progression pour établir l'édifice du fait scientifique basé sur l'observation, mais nécessitant impérativement une construction. Il ne doit pas être qu'observé et la théorie doit pouvoir s'expérimenter à l'infini pour ne pas contredire le fait. Et si tel était le cas, la théorie est toujours en marche comme l'esprit de la science. Cette théorie mourra au champ d'honneur et une autre naîtra. D'ailleurs, Bachelard ne nous dit-il pas que les faits scientifiques dépendent des conditions du savoir? Voilà, petite dissertation voilà, d'entraînement aussi. Donc dans pas mal d'universités, dans certaines, je ne sais pas, en tout cas dans la mienne, les examens finaux c'était 2 heures. Donc je vous dis qu'en 2 heures, c'est assez court pour arriver à vraiment aller au fond de sa pensée, voilà, ou des fois arriver à produire même des dépassements. En 2 heures, c'est assez short. Donc voilà, surtout quand des fois on fait une semaine d'examen d'un coup, où on a des examens du matin jusqu'au soir. C'est challengeant, on va dire ça comme ça. Donc ouais, c'est assez difficile d'aller vraiment... on ne produit pas une thèse, quoi. On va dire que là, c'est vraiment thèse, antithèse. Voilà, mais je trouvais que ce devoir, à l'époque, était assez intéressant sur le fait scientifique, parce qu'on... je pense qu'on est beaucoup à se demander comment, oui, on construit la science finalement, comment on construit un fait scientifique. Comme aujourd'hui, on accorde beaucoup de foi en elle, il est important, je pense, d'essayer de mieux la connaître, savoir comment elle a été établie. Donc voilà. C'est tout donc pour cette petite vidéo.